Un spécialiste des troubles du comportement alimentaire de nous rejoindre, Gérard Appeldorfer, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Merci Bien de dans ma m'avoir tête. invité. Vous êtes psychothérapeute et spécialiste du comportement alimentaire. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages portant sur cette problématique, comme Mangez en paix aux éditions Odile Jacob, Maigrir, c'est dans la tête, toujours aux éditions Odile Jacob, Les relations durables, mais aussi Dictature des régimes. Attention, que vous avez coécrit avec Jean-Philippe Zermati. Jean-Philippe Zermati, qui est un ami et collègue, je crois, avec qui vous avez fondé le site linecoaching.com. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ce site-là? Oui, voilà. Alors, on a fondé ce site, donc moi, psychiatre, et lui, nutritionniste, pour aider les personnes qui ont des problèmes pondéraux et des troubles du comportement alimentaire qui vont avec, à s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, les régimes ne marchent pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose de reconnu sur un plan scientifique. On sait qu'il n'y a aucun régime, y compris les régimes sérieux proposés par la faculté, rien ne marche. Et donc, il faut proposer une alternative. Et ce que nous proposons, c'est justement ce que je vais pouvoir peut-être vous expliquer aujourd'hui. Mais bien sûr, on va en parler, puis on va essayer de comprendre pourquoi les régimes ne marchent pas. Moi, je voudrais savoir si dans le cadre d'un désordre alimentaire, le rapport à la mer est important et il y a quelque chose à voir finalement, Gérard. Alors, peut-être que Serge pourra mieux parler de ça, parce que moi, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, si vous voulez, de m'en prendre aux mères, ni au, ni au père. Non plus, hein, c'est pas la mienne, non, je vous rassure. Ni au père non plus, voilà. Des femmes et des mères, on est d'accord. Moi, si vous voulez, la démarche, parce que moi, je suis plutôt d'orientation cognitivo-comportementale, et ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment les gens se retrouvent dans des cercles vicieux, parce qu'ils ont essayé, face à un problème, de trouver une solution à ce problème et que cette solution génère de nouveaux problèmes. Et là, ils se retrouvent enfermés dans un cercle vicieux. Il y a plusieurs types de cercles vicieux dans lesquels on peut être enfermé. Le premier, c'est de commencer un régime. Le régime va enclencher des troubles du comportement alimentaire. On cherche à contrôler les quantités que l'on mange et en les contrôlant, eh bien, ce contrôle, plus le temps passe, plus le contrôle devient difficile, jusqu'au moment où on craque. Quand on craque, il faut renforcer à nouveau le contrôle et on se retrouve dans ce cercle vicieux. Et puis, le deuxième cercle vicieux, c'est un cercle vicieux émotionnel. On cherche à calmer ses émotions en mangeant, mais quand on cherche à calmer ses émotions en mangeant, ça marche. Mais du coup, on devient hypersensible, de plus en plus sensible à ses émotions. On devient quelqu'un d'extrêmement douillet. Et à ce moment-là, donc, eh bien, on fait de plus en plus appel au comportement alimentaire pour se calmer. Il y a un côté affectif dans la nourriture qui est très important. Je voudrais peut-être rajouter un élément. On a fait des études sur les mères qui sont au régime. Et on s'est aperçu que les mères au régime induisaient chez leurs filles des troubles du comportement alimentaire. Et de type variable, boulimie ou anorexie mentale. Alors que quand c'était les pères qui étaient des fanatiques du régime, il n'y avait pas tellement de troubles du comportement alimentaire, mais il y avait des troubles de l'estime de soi. Quand on mange, c'est très faux de dire qu'on mange une sorte de conglomérat de nutriments. En fait, ce qu'on mange, c'est aussi des affects, des représentations, et ça, c'est extrêmement nourrissant. Et effectivement, les enfants, si on ne leur donne pas de l'amour, si on ne leur donne pas de l'affection, eh bien, ils refusent la nourriture. Première question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice, Dominique, je ne sais pas, 35 ans, qui nous dit « J'ai toujours eu une relation compliquée à mon poids et à ma nourriture. Lors des repas, je mange convenablement, mais entre les repas, je me lâche, je grignote des chips et des tablettes de chocolat entières devant la télé car je suis stressée. À quoi bon faire attention à la moindre contrariété si je me mets à grossir ?» Est-ce qu'on est dans l'hyperphagie, Gérard Appeldorfer? Oui, on est dans l'hyperphagie boulimique et là, en l'occurrence, c'est une personne probablement qui est une mangeuse émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle va manger pour calmer ses émotions. Ensuite, elle va culpabiliser d'avoir mangé, et c'est le fait de culpabiliser qui va la faire continuer, qui va amorcer ce cercle vicieux dont je parlais. Parce qu'en fait, manger pour calmer ses émotions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et qu'on peut faire de manière très normale. Et que nous faisons tous, parce que c'est réconfortant de manger, c'est réconfortant de faire un bon repas avec des amis. Et normalement, si nous ne culpabilisons pas, ça nous fait du bien, et à ce moment-là, eh bien, ça nous calme. On n'a plus faim.
Hein. Et on va attendre le retour de la faim pour manger à nouveau, si bien qu'on n'aura pas fait d'excès. Gérard, comment guérir de l'hyperphagie, si tant est qu'on peut en guérir? C'est d'abord traiter l'angoisse, comme dit Serge. Alors, je rebondis parce que c'est vraiment ce qu'on a proposé sur notre site Line Coaching comme démarche, si vous voulez. Pour pouvoir se sortir de là, il faut faire souvent un triple travail, en fait. Il faut d'abord faire un travail, alors en l'occurrence émotionnel, c'est-à-dire apprendre à calmer ses émotions soit avec peu de nourriture, soit sur un mode non alimentaire. Donc on travaille beaucoup sur justement cette augmentation de la tolérance émotionnelle. Et nous, on le fait beaucoup avec des techniques comme la pleine conscience et des techniques... Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est finalement une technique d'acceptation émotionnelle. Je deviens le spectateur des émotions et des pensées qui viennent me visiter dans le moment présent. Je les observe, j'observe leur passage au travers de moi jusqu'à ce qu'elles me quittent. Par exemple, j'ai une crise d'hyperphagie, là je peux me mettre en pleine conscience et travailler justement sur ce... C'est pas aussi simple que ça. C'est dommage, moi j'aime bien quand c'est simple et que ça marche tout de suite. Il y a souvent chez ces patientes une peur de leurs propres émotions. C'est-à-dire qu'elles sont tellement dominées par les émotions qu'elles ont tendance à fermer toutes les écoutilles et à vouloir les repousser. Et il y a effectivement dans la pleine conscience quelque chose qui est de les accueillir, de se laisser traverser par ça. Ça fait peur, ça, de se dire, je vais me laisser envahir par ces émotions. C'est comme se laisser porter par une vague, vous voyez, plutôt que d'essayer de lutter contre la vague, on sait bien que ça ne sert à rien. Mais par contre, se laisser porter vers le rivage ou un autre rivage, eh bien, du coup, on apprend à aimer ses propres émotions, les ressentir comme quelque chose de naturel qui vous porte, qui vous berce, plutôt que quelque chose contre quoi on a à lutter. Voilà, donc effectivement, c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment ce travail qu'on fait d'acceptation émotionnelle, finalement. Donc, mais ça, c'est un volet, si vous voulez, c'est pas suffisant. Il y a aussi le travail sur la relation à ces aliments. Aujourd'hui, les gens ont un gros problème, qui est que nous avons moralisé notre alimentation. Nous jugeons les gens sur la façon dont ils mangent. Il y a les bons aliments, et il y a les bonnes personnes qui mangent les bons aliments. Et puis il y a les mauvais aliments, et il y a les mauvaises personnes qui mangent les mauvais aliments. Alors donc, ce que nous faisons sur ce site Line Coaching, c'est de réapprendre aux gens à avoir une alimentation intuitive, c'est-à-dire manger tous les aliments lorsqu'on en a envie, bien sûr. Les aliments qui nous plaisent le plus à un moment donné, sans culpabilité. Il y a des fois, j'ai envie de brocoli. Remarquez, moi, personnellement, j'aime pas les brocolis, alors ça ne m'arrive pas très souvent. Et... C'est la culpabilité qui vous fait choisir les brocolis. Oui, parfois, vous avez envie de quoi? Voilà. Et d'autres fois, j'ai envie de chocolat, par exemple. Voilà. Alors, et moi, quand je mange du chocolat, je ne culpabilise absolument pas. Je trouve que c'est normal d'avoir envie de chocolat. Je le mange, ça me réconforte, absolument. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, mais très vite, je sature. Je suis arrivé au rassasiement par rapport au chocolat et j'ai plus envie. Ça ne me dit plus rien. Donc, on va réapprendre aux gens à écouter leur faim, leur sensation de rassasiement et savoir commencer à manger sans culpabilité et savoir où s'arrêter. Et ça, c'est un gros travail, parce que les gens ne savent plus. Ils ne savent plus écouter leurs sensations alimentaires. Non. Puis on grignote tout le temps, voilà, ça fait partie des nouveaux modes de consommation. On va développer l'hyperphagie. On va aller un petit peu plus loin. J'ai une autre question, une téléspectatrice. Elle s'appelle Fanny, elle a 28 ans, et elle nous dit « Je souffre de troubles alimentaires. Si je me sens seule, anxieuse ou déprimée, je me jette sur la nourriture. À toute heure, c'est mon seul plaisir. Je mange parfois pour remplir un vide, parfois pour me punir, la fameuse culpabilité, parce que je pense que je ne mérite pas mieux. La psychothérapie ne m'aide pas vraiment, alors qui peut m'aider? Peut-être Gérard Appeldorfer et LucineLineCoaching.com. Non mais voilà, on sent vraiment beaucoup d'anxiété, d'angoisse chez Fanny. Manger pour remplir, manger pour punir. Alors vous voyez, pour une personne comme ça, la nourriture, elle a pris toute la place. Il n'y a plus rien d'autre. Les gens ne pensent plus qu'à la nourriture. Quelquefois, ils n'arrivent même plus à travailler, tellement ils sont obsédés par la nourriture, ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, mon contrôle, etc. Et comme ils refusent finalement leurs émotions et leurs pensées, eh bien, ils se retrouvent confrontés à une sorte de vide intérieur. Alors, le travail qu'on va avoir à faire, c'est de retrouver finalement ces émotions, ces pensées, de pouvoir les accepter et donc de pouvoir découvrir qu'il n'y a pas de vide à l'intérieur de nous. Ce vide, il existe parce que nous bloquons les choses. Alors, normalement, quand je ne bloque rien, eh bien, des pensées me viennent automatiquement. Oui. Toujours. Ça ne s'arrête jamais.
Vous voyez finalement cette analogie avec la toxicomanie dont on parlait tout à l'heure. L'héroïnomane, celui qui se shoot à l'héroïne, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours en haut ou en bas. Soit il est en manque, il est angoissé, il se fait un shoot, il est dans la plénitude, et puis il retombe dans le manque. Et il y a dans cette alternance de haut et de bas quelque chose qu'on peut retrouver avec la nourriture quand on lui donne cette fonction toxicomaniaque, c'est-à-dire ça comble le besoin, ouais. On n'est plus dans le désir, on est dans le besoin, on comble le besoin, on comble le manque en permanence, on a une complétude, et puis hop, on retombe dans le creux de... Mais comme vous le dites, ce n'est pas un vrai vide, c'est-à-dire c'est un vide induit par cette alternance de sensations de haut et de bas. Et l'estime de soi dans tout ça? Alors, pour finir là-dessus, oui. Bon, au niveau de l'addiction, je suis tout à fait d'accord. Enfin, là, on est dans le cadre des addictions comportementales. La boulimie est une forme d'addiction comportementale, mais ça n'est pas une addiction à un produit. J'insiste un peu là-dessus parce que oui, voilà, pareil, on a tellement dit qu'on pouvait être addict au sucre, par exemple. Oui. Il n'y a pas d'addiction au sucre, ça n'existe pas. Le sucre, c'est pas de l'héroïne. Et ce n'est pas de la cocaïne. Donc il faut quand même faire les différences. Par contre, l'addiction comportementale, c'est-à-dire ce mécanisme addictif où on va faire appel à une conduite pour faire face justement par exemple à ce vide par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, alors oui, ça c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve très souvent. C'est pas tout à fait pareil, mais tout de même on le sait bien, tous les produits, héroïne, cocaïne, etc., tout comme le sucre et la nourriture, ça finit par toucher le même circuit hypothalamo-hypophysaire, le circuit de la récompense, et ça titille, et c'est là que se situe l'addiction finalement. Voilà, l'addiction, effectivement. Mais il faut peut-être différencier l'addiction comportementale et l'addiction à un produit. Ça ne crée pas le même manque. Exactement. Voilà. Fanny dit qu'elle ne mérite pas mieux. Moi, ça me renvoie à l'idée de l'estime de soi. Ah, oui, elle se juge comme une personne qui n'est pas digne d'aller bien, et alors elle se remplit avec de la nourriture. C'est ce qui se passe souvent dans les troubles alimentaires? C'est ce qui se passe dans les troubles alimentaires, c'est ce qui se passe dans l'addiction. L'image de soi est absolument catastrophique. Et comme après, ça devient un cercle vicieux. Comme l'image de soi est catastrophique, on est obsédé par l'image de soi. C'est ce qu'on voit dans la boulimie, par exemple, où il s'agit d'être le plus mince, paradoxalement, d'être le plus mince possible. Et que cette obsession de soi, cette obsession de la minceur, eh bien, elle remplace tous les autres investissements qu'on peut avoir dans l'existence. De la même façon que dans l'anorexie, on est dans le contrôle permanent, le contrôle pas seulement de soi-même, mais de tout son entourage. Et que c'est ce contrôle de l'entourage qui donne qui tente de rétablir un sentiment de sécurité qu'on ne peut pas trouver à l'intérieur de soi. Mais cette sécurité intérieure, cette bonne image de soi, elle est profondément perturbée.